J'ai trouvé le tracker la veille de Noël, allongé sur le dos sous mon F-150 dans l'atelier de Lagrange. Un vent glacial hurlait à travers les fentes du bardage. Mon souffle formait un nuage blanc dans la lumière de la lampe de travail. Je faisais ce que j'avais fait chaque veille de Noël depuis 40 ans. Changer l'huile. Vérifier les filtres. Maintenir les choses en état de marche. Ma main a frôlé quelque chose de lisse sous le longeron du châssis. Du plastique, électronique. Petit comme une boîte d'allumettes, mais dense. Niché bien profond là où il ne pouvait pas tomber par accident. Je l'ai retiré. Un tracker GPS. De qualité professionnelle. L'odeur d'huile de moteur et de diesel ne pouvait masquer la sueur froide qui perlait sur ma nuque. J'avais vu des appareils comme celui-ci en Corée, en 1952. Nous les placions sur les camions de ravitaillement ennemis, les suivions, attendions le bon moment. Mon alliance a cliqueté contre le dessous de caisse en acier alors que je me redressais. Seules 3 personnes touchaient ce camion. Ma femme Denise, mon fils Kurt, ou personne du tout. Je me suis assis sur le béton gelé, ce tracker maintenant chaud dans ma paume à cause de la chaleur de mon corps. J'avais 3 choix. L'un d'eux était ma femme. J'ai mal choisi. J'ai glissé le tracker dans le tiroir de mon établi sous un chiffon d'atelier et je suis retourné à la maison. Le froid m'a suivi à l'intérieur, s'accrochant à mon manteau. Denise était près de la cuisinière, remuant quelque chose qui sentait le bœuf et les oignons. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Le dîner est presque prêt, dit-elle. Sa voix avait cette tonalité plate qu'elle avait prise 3 semaines auparavant. Vers Thanksgiving, peut-être plus tôt, j'avais cessé de noter exactement quand. J'ai accroché mon manteau au porte-manteau près de la porte, je l'ai observé. Elle a vérifié son téléphone sur le comptoir, puis est retournée à sa casserole. Ses épaules étaient tendues. Ça sent bon, dis-je. Elle a hoché la tête. Elle n'a pas posé de questions sur le camion. Elle ne m'a pas demandé si j'avais froid. Elle ne m'a pas touché quand je suis passé à côté d'elle pour me laver les mains à l'évier. Le téléphone fixe a sonné. Elle a sursauté. Elle a vraiment sursauté, comme si le son l'avait surprise. Je vais répondre, dis-je. Non. Elle s'est retournée rapidement, sa cuillère en bois dégoulinante. Je veux dire, c'est probablement ma sœur. Je vais prendre l'appel dans la chambre. Elle a décroché le téléphone du support mural et a disparu dans le couloir. La porte de la chambre s'est refermée avec un déclic. Je me suis séché les mains sur le torchon, écoutant le son étouffé de sa voix à travers le mur. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais le rythme n'était pas bon. Trop rapide, trop inquiet. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche et j'ai appelé Kurt. Il a répondu à la 3e sonnerie, avec un bruit de moteur en arrière-plan. Salut, papa. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais toujours la route du Canada. J'ai gardé la voix basse. Oui, je pars pour Saskatoon après-demain. Pourquoi? J'ai besoin que tu prennes un paquet pour moi. Un petit truc. Garde-le simplement dans ta cabine. Silence au bout du fil. Puis, quel genre de paquet? Le genre sur lequel on ne pose pas de questions. Ça te va? Encore le silence. Kurt était malin. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il était mon fils et nous avions reconstruit assez de confiance au cours de la dernière année pour qu'il n'insiste pas, bien sûr, papa. Tout ce dont tu as besoin. Je te retrouve au relais routier demain matin, le lendemain de Noël. D'accord. Et j'ai entendu les pas de Denise dans le couloir. Je dois te laisser. Merci, mon fils. Papa. Tu vas bien? Ça va aller. J'ai raccroché au moment où Denise revenait dans la cuisine. Son visage était rose, rougeaud. Elle a reposé le téléphone sur le support mural et est allée directement à la cuisinière. C'était qui? Demandai-je. Ma sœur. Pour les trucs de Noël. Elle ne m'a pas regardé. Elle a juste continué à remuer. Le dîner est prêt. Tu as faim. Je ne l'étais pas, mais je me suis assis à table quand même et je l'ai laissé me servir une assiette de rôti de bœuf. Ça avait le goût du carton, mais c'était peut-être ma bouche qui était sèche. Elle a pris 3 bouchées et a passé le reste du repas à déplacer la nourriture dans son assiette. Son téléphone a vibré 2 fois. Elle l'a ignoré les 2 fois, mais ses yeux ne cessaient de se tourner vers lui. Tu te sens bien? Demandai-je.
Bien, juste fatiguée. Elle s'est levée, a pris son assiette. Je vais me coucher tôt. Grosse journée demain. Il était 7h30. Elle m'a embrassé le sommet de la tête en passant. Une habitude, rien de plus. Et j'ai senti son parfum, le genre cher, celui qu'elle gardait pour les occasions spéciales. C'était la veille de Noël. Nous n'étions allés nulle part de spécial. Le parking du relais routier était à moitié vide le lendemain matin. Le camion de Kurt tournait au ralenti près des pompes à essence, son chrome brillant sous le faible soleil d'hiver. Je me suis garé à côté et je suis monté dans sa cabine. Il avait du café qui m'attendait. « Joyeux Noël », dit-il en me tendant une tasse. « À toi aussi. » J'ai sorti le tracker de la poche de mon manteau, toujours enveloppé dans le chiffon d'atelier. Kurt l'a regardé, puis m'a regardé. « C'est ce que je pense ? » Tracker GPS. Je l'ai trouvé sous mon camion. Sa mâchoire s'est crispée. Qui ? Je ne sais pas encore. C'est pour ça que tu l'emmènes en Saskatchewan. Je le lui ai tendu. Garde-le simplement dans la cabine. Fais ta route normalement. J'ai besoin de voir qui le remarque. Kurt a retourné l'appareil dans ses mains. Papa. Si quelqu'un te suit, je sais comment gérer ça. J'ai géré pire. J'ai bu le café. Il était trop chaud. Il m'a brûlé la langue. Mais j'avais besoin de quelque chose à faire avec mes mains. Comment se présente ta route ? L'Interstate 80 jusqu'à Omaha, puis vers le nord par Sioux Falls. Je traverse la frontière à Portal. Je devrais être à Saskatoon d'ici jeudi. Oh, parfait. Appelle-moi quand tu y seras. Ne parle de ça à personne d'autre. Pas même à ton ex-femme. Je n'avais pas l'intention de le faire. Il m'a regardé avec un mélange d'inquiétude et de respect. Tu es sûr que ça va ? Non, dis-je, mais ça va aller. Je suis descendu de la cabine et je l'ai regardé s'engager sur l'autoroute. Le tracker est parti avec lui, en direction du nord sur l'Interstate 80. Le soleil du matin était pâle et froid derrière de fins nuages. Mon souffle formait de la vapeur. Maintenant, j'allais attendre et voir qui paniquerait. La main de Denise s'était figée sur la cuillère la nuit dernière quand j'avais mentionné la course de Kurt au Canada, juste une seconde, mais je l'avais vue. J'ai passé la journée à faire comme si de rien n'était. J'ai regardé un match de basket à la télévision avec le volume bas. Denise a nettoyé la cuisine, puis a disparu dans la chambre avec son ordinateur portable. Elle a dit qu'elle commandait des choses en ligne. Les soldes du lendemain de Noël. Vers 10h ce soir-là, j'étais à moitié endormi dans mon fauteuil inclinable quand son téléphone a sonné. Elle était dans la cuisine. Je l'ai entendu répondre, puis sa voix est tombée à un murmure, sec, urgent. Je me suis redressé lentement. La télévision était toujours allumée sur une émission de fin de soirée que je ne regardais pas. Je pouvais l'entendre se diriger vers l'entrée de la cuisine, parlant toujours à voix basse. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait en 8 ans de mariage. Je me suis levé sans bruit et je suis allé dans la chambre, j'ai décroché le combiné du téléphone fixe sur la table de nuit, je l'ai pressé contre mon oreille sans respirer. Où diable est-il ? Une voix d'homme. En colère, paniqué. Le tracker indique Saskatoon, Saskatchewan. L'a-t-il trouvé ? Je ne sais pas, la voix de Denise était tendue par le stress. Il n'a rien dit, juste sa routine habituelle. Sa routine habituelle n'inclut pas le Canada, Denise. C'est un opérateur de silo à grains à la retraite. Il ne va nulle part. Son fils conduit des camions. Peut-être. Peut-être qu'il l'a trouvé et l'a mis sur le camion de son fils. Peut-être qu'il sait. Silence. Je pouvais entendre mon propre cœur battre dans mes oreilles. Ray n'est pas assez malin pour ça, dit Denise. Sa voix était devenue froide, dédaigneuse. Il prend tout au pied de la lettre. C'est pour ça que ça va marcher. Tu as intérêt à avoir raison. Nous sommes trop avancés pour reculer maintenant. Je sais, chérie. Calme-toi, chérie. Ce mot m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre, chérie. Elle ne m'avait pas appelé comme ça depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je ne peux pas me calmer, dit l'homme. S'il sait, il ne sait pas. Il est probablement assis dans son fauteuil à regarder la télévision en ce moment même, à moitié endormi. Fais-moi confiance, Ray est prévisible. Oui,
Eh bien, prévisible n'explique pas pourquoi le tracker est au Canada. Je vais trouver. Contente-toi de suivre le plan. Le printemps n'est que dans 4 mois. 4 mois, ça semble long en ce moment. Ça passera vite et ensuite nous en aurons fini. Libre et quitte. L'homme a expiré. D'accord, mais si autre chose semble bizarre, je t'appelle. Je promets. Maintenant je dois y aller avant qu'il se demande où je suis. Ils ont raccroché. Je suis resté là, dans la chambre sombre, le téléphone toujours pressé contre mon oreille, écoutant la tonalité. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. J'ai reposé le téléphone sur son socle, en faisant attention à ne pas faire de bruit. Je suis retourné dans le salon et je me suis assis dans mon fauteuil inclinable comme si de rien n'était. Denise est apparue au coin du couloir 30 secondes plus tard. Son visage semblait normal, calme. Elle a même souri. « Je vais me coucher », dit-elle. « Tu viens dans un instant ? Le match est presque terminé. » Elle a hésité. « Tout va bien ? » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. 8 ans que j'étais marié à cette femme. 8 ans depuis la mort de Martha. Et la solitude était devenue si grande que je ne pouvais plus la supporter. Denise avait rempli ce silence. M'avait fait rire. M'avait fait sentir que je pouvais aimer à nouveau. Je vais bien, dis-je. Dors bien. Elle a hoché la tête et a disparu dans le couloir. Je suis resté assis là jusqu'à minuit, à regarder la télévision sans la voir. La voix de cet homme continuait de résonner dans ma tête. Chérie, suis le plan. Le printemps n'est que dans 4 mois. La banque ouvrait à 9h. J'y étais à 9h02. Sharon, la jeune caissière, a levé les yeux quand je suis entré. Elle avait des yeux bienveillants et se souvenait toujours de mon nom. Joyeux lendemain de Noël, Monsieur Hollister. Que puis-je faire pour vous ? J'ai besoin de vérifier s'il y a des prêts à mon nom. Ou de nouveaux comptes. Son sourire s'est effacé. Quelque chose ne va pas ? Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Elle a tapé sur son ordinateur, a froncé les sourcils, a tapé encore. Puis son visage est devenu prudent. Il y a un refinancement sur votre propriété traité en novembre. Voulez-vous que je sorte les détails ? Novembre. 3 semaines avant que je trouve le tracker. Oui, montrez-les-moi. Elle a imprimé les documents et les a fait glisser sur le comptoir. Je les ai parcourus. Refinancement du terrain. 480 acres. Des conditions qui n'avaient aucun sens. Paiement ballon, taux d'intérêt variable, pénalités enfouies dans les petits caractères, et en bas, ma signature. Sauf que ce n'était pas ma signature. Proche, mais fausse. Le R de Ray avait une boucle que je ne faisais jamais. La queue du Y descendait trop bas. Je n'ai pas signé ça, dis-je. Le visage de Sharon est devenu pâle. Monsieur Hollister, je n'ai pas signé ça. Quelqu'un a imité mon nom. Laissez-moi appeler le directeur de l'agence. 10 minutes plus tard, j'étais assis dans un bureau exigu pendant qu'un homme en costume bon marché me disait que sans l'acte de propriété original montrant que j'étais l'unique propriétaire, il ne pouvait pas m'aider. La banque avait des copies. Des copies du refinancement que j'étais censé avoir signé. Mais l'acte de propriété original il avait brûlé dans un incendie de grange il y a 20 ans. Tout le monde à Prairie View le savait. Le bureau du greffier du comté peut délivrer une copie certifiée conforme, dit-il. Vous en aurez besoin pour contester la signature. Bien, j'irai aujourd'hui. Eh bien, il s'est éclairci la gorge. Les bureaux sont fermés jusqu'au 10 mars. Une tempête de verglas a frappé la nuit dernière. Les routes menant au siège du comté sont impraticables. Ils ferment pour l'hiver. Je l'ai regardé fixement. Quand puis-je déposer ma plainte ? Le 10 mars. Peut-être plus tôt s'il y a un dégel. Je me suis levé. La pièce semblait trop petite, trop chaude. Et si je ne peux pas obtenir l'acte avant le printemps ? Il n'a pas croisé mon regard. Le contrat de prêt stipule que si les permis de plantation de printemps ne sont pas déposés avant le 15 avril avec une preuve de propriété, la propriété revient à la banque. 10 semaines. J'avais 10 semaines et aucun moyen d'obtenir l'acte de propriété. Frank Daring est arrivé 2 jours plus tard avec un sac de sport qui a cliqueté quand il l'a posé.
J'ai entendu dire que tu pourrais avoir besoin d'aide, dit-il. Je l'avais appelé la veille au soir. Je n'avais pas dit grand-chose, juste que j'avais un problème et que j'avais besoin d'yeux en qui je pouvais avoir confiance. Franck et moi, ça remontait à la Corée. Nous avions creusé des trous de combat ensemble, partagé des rations de mer dans la neige, veillé l'un sur l'autre quand les Chinois dévalaient les collines. 60 ans plus tard, ça signifiait encore quelque chose. Entre, dis-je. Le café est prêt. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Denise était en ville, elle a dit qu'elle avait des courses à faire. Je l'avais vue partir en voiture il y a 1 heure, le téléphone déjà pressé contre son oreille avant même d'être sur la route. Franck a ouvert le sac. À l'intérieur se trouvaient des appareils que je reconnaissais. De petites unités d'enregistrement, du genre que l'on pouvait cacher dans une voiture ou une pièce. Sans fil, à activation vocale. C'est ce dont tu as besoin, dit-il. Place-les là où tu penses que des conversations ont lieu. Ils enregistreront tout. Téléchargement sur un serveur sécurisé. Tu peux surveiller depuis n'importe quel ordinateur. J'en ai pris un. Il était plus petit qu'un jeu de cartes. Noir mat, où as-tu eu ça? Je dirige une entreprise d'équipement de sécurité maintenant. En ligne. Il s'avère qu'être paranoïaque en temps de guerre vous rend bon pour vendre du matériel de surveillance à des civils paranoïaques. Il a souri, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Ray, que se passe-t-il? Je lui ai tout raconté. Le tracker, l'appel téléphonique que j'avais surpris, les documents de prêt falsifiés, le bureau du comté fermé par l'hiver. Quand j'ai eu fini, Franck s'est adossé et a laissé échapper un long soupir. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Du vol. Pire, c'est une embuscade. Ils utilisent l'hiver comme une arme. Ils synchronisent tout pour que tu ne puisses pas te défendre. Il a tapoté la table. En Corée, on appelait ça la collecte de renseignements. Ce n'est pas sale, c'est de la survie. J'ai l'impression d'espionner ma propre femme. Tu le fais, parce qu'elle est l'ennemi maintenant. La voix de Franck était plate. Factuelle. Tu m'as appris quelque chose en Corée. Tu te souviens, tu as dit que le sentimentalisme te fait tuer. Les faits te maintiennent en vie. Ces appareils te donneront des faits. J'ai regardé les unités d'enregistrement étalées sur ma table de cuisine. J'ai senti le poids de ce que j'étais sur le point de faire. D'accord, dis-je. Montre-moi comment ils fonctionnent. Nous avons passé l'heure suivante à les installer. Un sous le tableau de bord de mon camion, un derrière la tringle à rideaux du salon, un dans la cuisine, niché dans le placard du haut où Denise gardait la vaisselle de luxe que nous n'utilisions jamais. Franck m'a montré comment accéder aux enregistrements sur mon vieil ordinateur portable. Comment télécharger les fichiers, comment tout protéger par mot de passe. Si tu as besoin d'autre chose, tu m'appelles, dit-il en remballant son sac vide. Jour ou nuit, je suis sérieux. Je sais. Merci, Franck. Après son départ, je me suis assis sur le porche malgré le froid. Le vent s'était calmé, mais la température était toujours négative. Mon souffle sortait en nuages. Au bout de la route, je pouvais voir le silo à grains s'élever au-dessus de la prairie plate comme un monument de béton. J'y avais travaillé 40 ans. J'avais grimpé cette tour chaque matin pour vérifier les cellules. Je connaissais chaque craquement et gémissement de cette structure. Ça me semblait être il y a une éternité. Mon téléphone a sonné. Kurt. Je suis arrivé à Saskatoon, dit-il. J'ai livré la marchandise. Je rentre demain. Bien. Tout s'est bien passé? Oui, mais papa, j'ai pensé à ce tracker. Tu as trouvé qui l'a posé? J'y travaille. Est-ce que c'est, il a fait une pause. Je pouvais entendre le bruit d'un relais routier en arrière-plan. Moteur diesel et frein à air. Est-ce que c'est Denise? Je ne sais pas encore. Mais tu penses que ça pourrait être elle? Je n'ai pas répondu. Papa. Si elle fait quelque chose, si elle te fait du mal, je peux m'en occuper. Je sais que tu le peux, mais tu n'es pas obligé de t'en occuper seul. Je suis à 3 heures de route. Je peux être là avant minuit. Quelque chose s'est desserré dans ma poitrine. Mon fils, le garçon de Martha, proposant de conduire toute la nuit parce qu'il pensait que son vieux père pourrait avoir besoin de lui. Reste à Saskatoon ce soir. Repose-toi.
Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. Promis? Promis. Après avoir raccroché, je suis retourné à l'intérieur. La maison était toujours vide. Denise ne serait pas à la maison avant au moins 1 heure. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté au logiciel de surveillance que Franck avait installé. Il y avait déjà 2 enregistrements, tous 2 provenant de mon camion. J'ai cliqué sur le premier. La voix de Denise, parfaitement claire. Tu ne peux pas continuer à m'appeler comme ça. Et vérifier les factures de téléphone? Une voix d'homme. La même que la nuit de Noël. Il ne le fera pas. Il ne sait même pas comment consulter ses courriels. Tu l'as dit toi-même. Je sais, mais rien. Nous sommes si proches, Denise. Encore 4 mois et cette ferme est à nous. 2,4 millions une fois que nous aurons vendu au promoteur. On partage et on disparaît. Au Mexique, quelque part au chaud. Il ne nous trouvera jamais. 3. Je me sens coupable parfois. C'est un homme bon. Il ne mérite pas ça. C'est un vieil imbécile qui a eu de la chance avec des terres que son père a défrichées. Nous méritons cet argent plus que lui. Nous sommes assez jeunes pour en profiter. Jeunes. 3 semblait avoir la quarantaine. Peut-être 10 ans de moins que Denise. 15 ans de moins que moi. Tu as raison, dit Denise. Sa voix s'était durcie. Tu as raison. Je dois juste tenir le coup jusqu'au printemps. C'est ma fille. Maintenant, à propos de la police d'assurance vie. L'as-tu fait signer le changement de bénéficiaire? Pas encore. Il se méfie de signer quoi que ce soit en ce moment, mais je vais m'en occuper. Bien, parce que si ça tourne mal, nous avons besoin de ces 500 000 $ comme plan de secours. L'enregistrement s'est terminé. Je suis resté là à regarder l'écran de l'ordinateur portable. Il ne se contentait pas de voler la ferme. Il prévoyait que je meure. J'ai sauvegardé le fichier, l'ai étiqueté, preuve numéro 1. Puis je me suis fait une cafetière de café et j'ai attendu que ma femme rentre à la maison. Le dimanche matin est arrivé, froid et clair. Denise voulait aller à l'église. Elle a dit que nous n'y étions pas allés depuis des semaines et que les gens parleraient. Je n'ai pas discuté. Dans une ville aussi petite, l'absence se remarque plus vite que la présence. L'église luthérienne se trouvait sur la rue principale, en planche à clin blanche avec un clocher qui n'avait pas sonné depuis des années. À l'intérieur, ça sentait les vieux recueils de cantiques et le vernis à meubles au citron. Nous avons pris notre banc habituel, 3e rangée en partant du fond. Denise a souri au voisin, m'a serré la main pendant la prière d'ouverture comme si tout était normal. Le pasteur Mills a prêché sur le pardon, l'importance de la confiance dans le mariage. J'ai regardé Denise hocher la tête, son visage serein. Après le service, le pasteur Mills m'a pris le bras dans la salle de réception. Il avait 65 ans, une barbe grise, des yeux bienveillants qui avaient vu beaucoup de secrets de Prairie View au fil des ans. « Ray, pourrais-je vous parler un moment en privé ?» Nous sommes entrés dans son bureau. Il a fermé la porte. L'odeur de café et de vieux livres remplissait le petit espace. « Denise est venue me voir hier, dit-il. Mon estomac s'est noué. Elle s'inquiète pour vous. Elle dit que vous oubliez des conversations, que vous l'accusez de choses qui ne se sont pas produites, que vous êtes confus sur ce que vous avez signé et ce que vous n'avez pas signé. » Il a fait une pause. Elle pense que c'est peut-être un début de démence. Je l'ai regardé fixement. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que ça l'est, mais Ray, vieillir est difficile. Les problèmes de mémoire n'ont rien de honteux. Mon propre père en a eu vers la fin. Je n'ai pas de problème de mémoire. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Je sais exactement ce que j'ai signé. Et je sais ce que je n'ai pas signé. Le pasteur Mills a levé les mains. Je suis juste inquiet. Denise est inquiète. Elle vous aime. Elle a peur. Vous a-t-elle parlé du prêt de refinancement? Celui avec ma signature falsifiée? Son visage a changé, mal à l'aise. Elle a mentionné que vous étiez contrarié par des papiers de la banque. A dit que vous ne vous souveniez pas de les avoir signés. Parce que je ne les ai pas signés. Quelqu'un a imité mon nom. Ray, il s'est assis derrière son bureau, m'a fait signe de m'asseoir aussi. Je ne l'ai pas fait. Est-il possible, juste possible que vous l'ayez signé et que vous ne vous en souveniez pas? Denise a dit que c'était en novembre.
C'était il y a 3 mois. Je ne l'ai pas signé. D'accord. Mais pouvez-vous le prouver? J'ai ouvert la bouche, les refermé. Sans l'acte de propriété original, sans accès au bureau du comté, je ne pouvais rien prouver. Juste ma parole contre des documents qui semblaient légitimes. Je m'en doutais, dit doucement le pasteur Mills. Ray, je pense que vous devriez voir un médecin, vous faire évaluer, écarter tout problème cognitif pour votre propre tranquillité d'esprit. Il n'y a rien qui cloche dans ma tête. Alors le prouver ne fera qu'aider votre cas, n'est-ce pas? Je suis sorti de son bureau sans un mot de plus. Dans la salle de réception, Denise parlait à Jim et Carol Henderson, nos voisins. Quand Jim m'a vu, son expression a changé pour quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ray, content de te voir, dit Jim. Trop fort. Trop joyeux. La façon dont les gens parlent aux enfants ou aux séniles. Comment te sens-tu? Bien. Denise a mentionné que tu traversais des moments difficiles ces derniers temps. Vieillir est dur, n'est-ce pas? J'oublie où je mets mes clés 2 fois par semaine. Il a ri. Personne d'autre ne l'a fait. Carole m'a tapoté le bras. Si jamais tu as besoin de quelque chose, mon cher, fais-le nous savoir. Nous sommes juste à côté. J'ai regardé Denise. Elle a croisé mon regard avec une préoccupation parfaite, une sympathie parfaite. Elle leur avait déjà parlé. Avait déjà planté l'histoire que je perdais la tête. Nous devrions y aller, dis-je. Sur le chemin du retour, Denise s'est penchée et m'a serré le genou. Je sais que tu es contrarié, mais le pasteur Mills a raison. Peut-être devrions-nous te faire examiner, juste par sécurité. Je n'ai pas répondu. J'ai gardé les yeux sur la route. Les champs s'étendaient, vides et blancs des 2 côtés, gelés sous un ciel gris. Ray, j'essaie de t'aider. Je sais ce que tu essaies de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai garé le camion dans notre allée, je l'ai mis au point mort, je me suis tourné vers elle. Ça veut dire que je sais pour 3. Son visage est devenu vide, puis confus. Une performance digne d'un Oscar. 3. Qui est 3? Ton conseiller financier? Celui qui t'appelle chérie. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vous ai entendu au téléphone la nuit de Noël. Elle m'a regardé fixement. Quelque chose a vacillé derrière ses yeux. Du calcul, peut-être de la peur. Puis son visage s'est décomposé. Elle s'est mise à pleurer. De gros sanglots saccadés qui secouaient ses épaules. Oh mon Dieu, Ray, tu entends des choses maintenant. Tu inventes des gens qui n'existent pas, elle a attrapé ma main. Chérie, c'est exactement ce dont j'avais peur. Tu deviens paranoïaque, confus. Il n'y a pas de 3. Je ne connais personne qui s'appelle 3. Tu l'as appelé chérie. Je n'ai jamais appelé personne d'autre que toi comme ça. Elle pleurait plus fort maintenant. S'il te plaît, tu dois me laisser t'emmener chez un médecin. C'est sérieux. Tu m'accuses d'avoir une liaison avec quelqu'un qui n'existe même pas. J'ai retiré ma main, je suis sorti du camion. Elle m'a suivi dans la maison, pleurant toujours, plaidant toujours. Je t'aime, dit-elle. Je ne te trahirai jamais, mais si tu continues à faire ces accusations, si tu continues à agir de cette façon, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que tu as besoin d'être évalué par des professionnels pour ta propre sécurité. Tu menaces de me faire interner? J'essaie de t'aider. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte, je me suis assis sur le bord du lit, la tête entre les mains. À travers la porte, je l'entendais au téléphone. Sa voix avait cessé de pleurer, était devenue plate et professionnelle. Il sait, dit-elle. Ou il croit savoir. Il m'a accusé d'avoir une liaison avec toi. Non, je lui ai dit que 3 n'existait pas. J'ai joué la carte du délire. Je ne sais pas. Nous devrons peut-être accélérer les choses. J'ai attendu qu'elle raccroche. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ajouté la conversation de l'église à mes notes. Les preuves s'accumulaient, mais des preuves qui exigeaient que je prouve d'abord que je n'étais pas fou. Le lendemain matin, je suis allé à la coopérative céréalière. Dal Fincher dirigeait l'endroit maintenant. Depuis 10 ans que j'avais pris ma retraite. Le bureau sentait le diesel, la poussière de grains et le café brûlé. Des odeurs avec lesquelles j'avais vécu pendant 40 ans. Ray. Dal s'est levé de son bureau, m'a serré la main.
Content de te voir. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais juste vérifier les prix des matières premières, voir comment se porte le blé. Nous avons parlé des contrats à terme sur le grain pendant un moment. Une conversation normale. Puis Dal s'est adossé à sa chaise, d'un air décontracté. Et, Denise a mentionné que tu pourrais avoir besoin d'aide pour remplir ton permis de plantation de printemps cette année. C'est vrai? Ma poitrine s'est serrée. Elle a dit ça? Oui, il y a quelques jours. Elle a dit que tu avais du mal à suivre la paperasse. Il a souri, amical, plein de pitié. Ce n'est pas un problème, Ray. Je peux t'aider à le remplir le moment venu. Je l'ai fait 100 fois. Je peux remplir mes propres permis. Bien sûr, bien sûr. Je proposais juste, tu sais, au cas où tu oublierais ou quelque chose comme ça. Je me suis levé. Merci pour le café, Dal. En retournant à mon camion, j'ai vu Jim Henderson sortir de la quincaillerie. Il a fait un signe de la main, a crié, Ray, comment te sens-tu aujourd'hui? Un peu mieux. Depuis le restaurant d'en face, je pouvais voir Carol et 2 autres femmes regarder par la fenêtre. Quand elles ont vu que je les regardais, elles se sont détournées. La moitié de la ville pensait que je perdais la tête. L'autre moitié me plaignait. Denise avait passé des semaines à construire ce récit, une conversation à la fois. Un commentaire inquiet au pasteur, une mention soucieuse aux voisins, une offre d'aide au directeur de la coopérative. Elle tuait ma réputation de la même manière que l'hiver tue les cultures. Lentement, inévitablement, sous les yeux de tous, mais personne ne pouvait l'arrêter. Je suis monté dans mon camion et je suis resté assis là. Mes mains tremblaient sur le volant. Pas à cause de l'âge, pas à cause de la confusion, à cause de la rage. Et sous la rage, quelque chose de pire, le doute. La question du pasteur Mills continuait de résonner. Est-il possible que vous l'ayez signé et que vous ne vous en souveniez pas? J'avais 68 ans. Et si j'oubliais des choses? Et si Denise disait la vérité et que c'était moi qui inventais des complots? Et si je perdais la tête et que je ne le savais même pas? Je suis allé au silo à grains cet après-midi-là. Un froid de février, du genre qui mord à travers votre manteau et s'installe dans vos os. Les silos se dressaient en rangées comme des sentinelles d'acier, 12 d'entre eux, chacun contenant le souvenir de 40 récoltes. Mon père les a construits avec moi en 1962. J'avais 23 ans, fraîchement revenu de Corée, essayant d'oublier le froid de ces montagnes en m'épuisant au travail sous la chaleur du Nebraska. Nous avions mélangé le béton à la main, posé les coffrages, coulé les fondations. Papa disait qu'une terre sans stockage, c'était comme un corps sans colonne vertébrale. Ça ne pouvait résister à rien. J'ai fait le tour du périmètre comme je le faisais chaque matin avant le travail. J'ai touché le métal froid. Il vibrait sous ma paume. Vide maintenant, attendant le printemps. Le vent sifflait à travers les barreaux de l'échelle. Ici, loin de la ville, de Denise et des gens qui me regardaient comme si j'étais brisé, je pouvais penser clairement. Je n'avais pas signé ces papiers. Je connaissais ma propre signature. Je connaissais la façon dont ma main bougeait quand j'écrivais mon nom. La contrefaçon était bonne, mais elle n'était pas parfaite. Le R était faux. Le Y descendait trop bas. Mais personne ne me croyait, ou personne ne voulait me croire, parce que me croire signifiait que Denise mentait. Et mentir signifiait planifier, et planifier signifiait quelque chose de plus sombre que ce que quiconque à Prairie View voulait imaginer à propos de la gentille femme qui avait épousé le veuf solitaire. Je suis resté là jusqu'à ce que mes pieds s'engourdissent. J'ai regardé les champs plats et blancs s'étendant jusqu'à l'horizon. Cette terre appartenait à ma famille depuis 1947. Mon père l'a défrichée avec des chevaux. L'a plantée à la main cette première année. A construit une maison, a construit une vie, me l'a transmise en sachant que je ferais de même pour mon fils. Denise voulait la vendre à des promoteurs, la transformer en appartements ou en centres commerciaux ou en tout ce qui rapportait le plus d'argent. Effacer 75 ans comme si cela ne signifiait rien. Mon téléphone a sonné. Jolene, la sœur de Martha. J'ai failli ne pas répondre. Je ne lui avais pas parlé depuis Thanksgiving. Mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Ray, c'est Jolene. Comment vas-tu? Sa voix était chaude, réelle, sans pitié. Je vais bien. Il fait froid. J'imagine. Écoute, je descends la semaine prochaine. Mercredi, si ça t'arrange.
J'ai besoin de te parler de quelque chose. De quoi? Martha a laissé un coffre-fort. Elle m'a fait promettre de te le donner si, elle a fait une pause, si jamais tu te remariais sottement. J'ai failli rire. C'est sorti plutôt comme un étouffement. Elle a dit ça? Ces mots exacts? Elle te connaissait, Ray. Elle savait que ton cœur était trop grand. Elle savait que quelqu'un pourrait en profiter un jour. La voix de Jolene s'est adoucie. Elle voulait que tu sois protégé même après sa mort. Qu'y a-t-il dans le coffre-fort? Des documents. Des papiers qu'elle gardait. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'étais pas censé le faire à moins que la situation ne l'exige. Mais j'ai entendu des choses par les bruits de couloir de la famille à propos de Denise, à propos de tes problèmes avec des papiers de banque. Qui t'a dit ça? Est-ce que ça a de l'importance? Les petites villes parlent. Et je me souviens de ce que Martha disait toujours. Ray prend les gens au pied de la lettre. C'est sa meilleure qualité et sa pire. Elle a soupiré. J'aurais dû te donner ce coffre il y a des années, mais je ne voulais pas m'ingérer. Je ne voulais pas supposer le pire de Denise. Maintenant, je pense que j'ai attendu trop longtemps. Tu n'as pas attendu trop longtemps. Mercredi, alors. J'apporterai le déjeuner. Nous pourrons parler. Après qu'elle a raccroché, je suis resté près des silos jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Le ciel a pris ce gris particulier de février, la couleur de la boue gelée, de l'herbe morte et de la tente. Le vent s'est levé, apportant une odeur de neige lointaine. Je suis retourné à mon camion. Sur le siège se trouvait la police d'assurance vie que j'avais sortie du classeur ce matin-là. J'ai vérifié la page des bénéficiaires 3 fois, Martha y figurait toujours. Je ne l'avais jamais changée après sa mort. Je n'en voyais pas l'intérêt puisque Denise avait sa propre police par l'intermédiaire de la banque où elle travaillait. Mais Denise pensait que je l'avais mise à son nom. 3 l'avaient mentionné dans l'enregistrement. Ce plan de secours de $500 000, ce qui signifiait qu'elle avait une copie falsifiée quelque part, un autre morceau de papier avec ma fausse signature prêt à être produit si je mourais de façon inattendue. Un accident sur des routes verglacées, une crise cardiaque dans la grange, quelque chose qui aurait l'air naturel pour un homme de 68 ans au milieu d'un hiver du Nebraska. J'ai verrouillé la police dans ma boîte à gants et je suis rentré chez moi. Denise était à la table de la cuisine quand je suis entré. Des papiers étalés devant elle, ce stylo rouge qu'elle utilisait toujours pour les réunions budgétaires. Elle a levé les yeux et a souri. Et, je commençais à m'inquiéter. Tu es parti longtemps. Juste pour vérifier les silos par ce froid. Ray, tu dois être plus prudent. Tu n'as plus 20 ans. J'ai accroché mon manteau, je me suis servi du café de la cafetière qu'elle avait préparé. Il sentait le brûler, comme s'il était resté trop longtemps. J'ai parlé à Kurt aujourd'hui, dit-elle en tapotant son stylo contre les papiers. Il a mentionné que tu lui avais demandé d'emmener quelque chose au Canada pour toi. De quoi s'agissait-il? Juste quelques pièces pour le camion d'un copain là-bas. Oh. Elle est retournée à ses papiers, l'air de rien, mais j'ai vu la tension dans ses épaules. Eh bien, c'était gentil de ta part d'aider. Kurt est doué pour ce genre de faveur. C'est un bon fils. Tu as de la chance. Elle a pris une note avec son stylo rouge. En parlant de ça, je pensais qu'on devrait peut-être l'inviter à dîner bientôt, un moment en famille, avant que le printemps ne devienne trop chargé. Bien sûr. Et Ray? Elle a de nouveau levé les yeux. Ses yeux étaient doux, inquiets. Je suis désolé pour hier de m'être énervé. J'ai juste peur de te voir lutter avec des problèmes de mémoire. C'est difficile, mais je t'aime. Nous traverserons ça ensemble. J'ai bu mon café. Il avait un goût de cendre. Je sais que tu ne me crois pas à propos de Troy, a-t-elle poursuivi. Mais je te promets qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a jamais eu personne d'autre. Tu es mon mari, mon partenaire. Je ne te ferai jamais de mal. Elle s'est levée, a contourné la table, a mis ses bras autour de moi par derrière, son menton sur mon épaule. Je pouvais à nouveau sentir son parfum. Ce genre cher. Nous sommes une équipe, a-t-elle chuchoté. C'est vrai, dis-je. Elle m'a embrassé sur la joue et est retournée à ses papiers. J'ai fini mon café et je suis allé dans la chambre, je me suis connecté au logiciel de surveillance sur mon ordinateur portable. Il y avait 3 nouveaux enregistrements de cet après-midi, tous de la cuisine pendant que j'étais au silo.
J'ai cliqué sur le premier, la voix de Denise. Il devient méfiant. Je pense que nous devons avancer le calendrier. Non, je peux le gérer. Il est juste confus. Le coffre-fort? Quel coffre-fort? Ma main s'est figée sur la souris. La sœur de Martha l'apporte mercredi, dit Denise. Des papiers, que Martha gardait. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais si c'est l'acte de propriété original, la voix de 3, sèche, alors nous sommes fichus. Tu dois récupérer ce coffre-fort avant qu'elle ne le lui donne. Je vais trouver un moyen. Reste calme. Calme. Denise, s'il obtient la preuve de propriété avant avril, la banque ne pourra pas saisir. Nous perdons tout. J'ai dit, je vais m'en occuper. L'enregistrement s'est terminé. Je suis resté assis là, dans la chambre sombre, l'écran de l'ordinateur portable brillant. Martha m'avait sauvé. 10 ans après sa mort, elle me protégeait encore. Mercredi ne pouvait pas arriver assez vite. Le café de la rue principale était l'endroit où la réputation de Prairie View naissait et mourait. 6 tables, un comptoir avec des tabourets chromés, et des ragots qui se propageaient plus vite que le Wi-Fi. Je m'y suis arrêté mardi matin pour un café à emporter et j'ai entendu mon nom avant d'atteindre le comptoir. C'est vraiment dommage pour Réolister. Une voix de femme, Clara Mills, la femme du pasteur. Denise gère ça avec tant de grâce. Je sais. C'était Barbara Kent, qui tenait la boutique de fleurs. Ma tante avait la démence. Ça a commencé de la même façon. Paranoïa, accusation. C'est déchirant. Je me suis tenu au comptoir. Elles m'ont vu. Se sont tues. Puis Clara s'est approchée, m'a touché le bras. Ray, mon cher, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, merci. Nous prions pour vous, toute la congrégation. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vais bien, dis-je à nouveau. Le barista m'a tendu mon café. Je pouvais sentir tout le monde me regarder, avec pitié. Quand je suis sorti, la conversation a repris avant même que la porte ne se ferme. À la quincaillerie, Bill Thompson m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour porter un sac de vis jusqu'à mon camion. 5 livres de vis. J'avais porté des sacs de nourriture de 100 livres pendant 40 ans. À la poste, la guichetière parlait lentement, articulant chaque mot comme si je risquais de ne pas comprendre. Elle m'a demandé 2 fois si j'étais sûr de l'adresse que j'avais écrite. À midi, j'avais été traité comme un enfant ou un invalide 6 fois. Le poison de Denise s'était répandu dans toute la ville. Chaque regard inquiet, chaque offre d'aide, chaque mot prudent était un clou de plus dans le cercueil de ma réputation. Je suis rentré chez moi en voiture et j'ai trouvé sa voiture partie. Un mot sur la table. Course. De retour à 3 heures. Je t'aime. J'avais 3 heures. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai téléchargé tous les enregistrements de la semaine passée. Je les ai gravés sur un CD-ROM, les étiquetés avec la date, les verrouillés dans le coffre-fort ignifuge de la grange où je gardais les bijoux de Martha et les titres de propriété du camion. Preuve sécurisée, plusieurs copies. Puis j'ai appelé Franck. J'ai besoin des relevés téléphoniques, dis-je. Le portable de Denise. Peux-tu les obtenir légalement? Non, mais je connais des gens qui peuvent obtenir les journaux d'appel si tu as accès au compte. Elle est sur mon forfait. C'est moi qui paie la facture. Alors tu as tout à fait le droit de les voir. Connecte-toi au site web de ton opérateur. Je vais te guider. 20 minutes plus tard, je regardais une feuille de calcul de numéros. Denise avait appelé un numéro 47 fois entre le 20 décembre et le 15 janvier. À différents moments de la journée, des appels durant de 3 à 45 minutes. C'est ta preuve irréfutable, dit Franck. Imprime-la, sauvegarde-la. C'est la preuve d'une relation continue. Peux-tu retrouver le numéro? Donne-moi 10 minutes. Il a rappelé en 8. Enregistré au nom de 3 Mendez, 45 ans, adresse à Grand Island. Et Ray, il a un casier. Fraude électronique en 2019. Les charges ont été abandonnées pour un vice de procédure, mais le type est louche. J'ai senti quelque chose se poser dans ma poitrine. Froid et certain. Envoie-moi tout ce que tu as sur lui. C'est déjà fait. Vérifie tes courriels. Ray, tu dois être prudent. S'il a déjà commis des fraudes, il sait comment ça marche.
Ce n'est pas un petit opérateur. Moi non plus. Après avoir raccroché, j'ai imprimé les relevés téléphoniques, imprimé les antécédents de Troyes, les ai ajoutés au dossier de preuve. La pile devenait épaisse. Enregistrements audio, journaux d'appel, documents bancaires avec des signatures falsifiées, une piste de papier qui racontait une histoire claire. Mais je n'avais toujours pas la seule chose qui comptait. La preuve que la ferme était mienne. Mercredi matin, la berline de Jolène est entrée dans l'allée à 11h pile. Elle avait 70 ans, les cheveux gris coupés courts, portait un manteau et des bottes pratiques. Elle avait les yeux de Martha, ce même bleu clair qui voyait à travers les faux semblants. Elle m'a serré dans ses bras sur le porche, sentait la lavande et l'air d'hiver. « Tu as l'air fatigué, dit-elle. Je parie que tu ne dors pas beaucoup. » Elle est allée à son coffre et a sorti une boîte en métal, de la taille d'une boîte à chaussures. Vieille, cabossée, verrouillée par un cadran à combinaison. Entrons. Il gèle dehors. Dans la cuisine, elle a posé le coffre sur la table. Kurt était déjà là. Je l'avais appelé la nuit dernière, lui avait demandé de rentrer pour ça. Il avait conduit d'une traite depuis Omaha. Martha m'a donné ça 3 mois avant de mourir, dit Jolène. Elle m'a fait promettre 2 choses. Premièrement, de ne pas l'ouvrir. Deuxièmement, de le donner à Ray s'il se remariait avec quelqu'un qui essayait de profiter de lui. Comment le savait-elle, demandai-je. Elle ne le savait pas. Mais elle te connaissait. Elle savait que tu serais seul. Elle savait que tu voudrais de la compagnie et que tu ne serais peut-être pas assez prudent sur qui tu laisserais entrer. La voix de Jolène s'est brisée. Elle t'aimait tellement, Ray. Elle voulait que tu sois heureux, mais elle voulait aussi que tu sois protégé. Elle a tourné le cadran de la combinaison. 3 tours. Un déclic. Le couvercle s'est ouvert. À l'intérieur se trouvaient des papiers, des documents, des photographies, et au-dessus, une note manuscrite de l'écriture familière de Martha. Ray, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a essayé de prendre notre terre. Tu as la preuve ici. Je l'ai gardée en sécurité. Ne les laisse pas gagner. Amour pour toujours. M, j'ai pris le premier document. Du papier épais, bruni par le temps. Écrit à la main avec une écriture soignée. Acte de propriété. Original. Daté du 3 novembre 1947. Signé par Ray Olisté, Senior. Mon père. Concession de terre. 480 acres dans le comté de Dawson, Nebraska. En dessous se trouvaient des photographies. Mon père et mon grand-père debout devant le premier silo à grains. Moi, enfant, tenant une pelle, aidant à couler le béton. Martha et moi le jour de notre mariage, jeune et souriant avec la ferme derrière nous. Et en dessous, des certificats de naissance, des certificats de mariage, des registres de taxes foncières remontant à 75 ans. Chaque morceau de papier qui prouvait que cette terre appartenait à ma famille, que j'en étais le propriétaire légitime, que le refinancement falsifié de Denise était une fraude. Mes mains tremblaient. J'ai posé l'acte avec précaution, comme s'il pouvait s'effriter. Elle a tout gardé, dis-je. C'était une femme de fermier, répondit Jolène. Elle savait ce qui comptait. Kurt s'est penché, a regardé l'acte. Papa, c'est ça. C'est ce dont tu as besoin. Le bureau du comté ouvre le 10 mars, dis-je. 5 jours. Je peux déposer ça. Prouver la propriété. Contester le refinancement. Et ensuite, demanda Kurt. Je l'ai regardé, j'ai regardé Jolène, l'écriture de Martha sur cette note. Ensuite, je reprends tout. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Allongé dans le lit à côté de Denise, écoutant sa respiration, régulière, paisible, la respiration de quelqu'un qui a la conscience tranquille. Je me suis levé à 2 heures du matin et je suis allé à la grange. L'atelier était froid, sentait l'huile, le métal et le vieux bois. Je me suis assis sur le tabouret près de mon établi, le même sur lequel je m'étais assis pendant 40 ans quand j'avais besoin de réfléchir. Le coffre-fort était dans le coffre. L'acte était dans le coffre. Dans 5 jours, je pourrais le déposer au bureau du comté, prouver la propriété, contester le refinancement, exposer Denise et Troyes pour ce qu'ils étaient. Mais ensuite, j'avais planifié le témoignage du silo à grains depuis des semaines. Dal avait accepté de me laisser utiliser le haut-parleur pour une réunion d'urgence de la coopérative.
Frank avait les preuves audio prêtes. Kurt avait les relevés téléphoniques. Sharon de la banque avait accepté de témoigner avoir vu Denise s'entraîner à imiter ma signature. Samedi matin, 9 h, j'appellerai la réunion, je grimperai cette tour, et je diffuserai tout à toute la ville. Chaque enregistrement de Denise et Troy en train de planifier, chaque document falsifié, chaque mensonge. Cela la détruirait. Pas seulement sa réputation, sa vie entière. Sa famille la renierait. Elle devrait quitter Prairie View, quitter le Nebraska, peut-être recommencer à zéro. Et 3, il irait en prison. Fraude électronique, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, des années de prison. Je pouvais le faire. J'avais tout à fait le droit de le faire. Ils avaient essayé de voler la terre de mon père, essayé de me faire passer pour sénile, planifier ma mort. Mais assis là, dans la grange froide à 2 h du matin, je continuais d'entendre la voix de Martha. Est-ce ce que tu veux être? Martha avait été douce, gentille. Elle avait cru aux secondes chances, au pardon, à laisser le système judiciaire gérer les choses discrètement plutôt que de tout brûler en public. Mais Martha avait aussi été celle qui avait gardé ce coffre-fort. Qui s'était préparé à la possibilité que je sois trahi? Qui avait fait promettre à Jolene de me protéger? Parfois, la protection signifiait se battre. À 7 h ce matin-là, le pasteur Mills a frappé à la porte de la grange. J'ai entendu ses pas, puis sa voix. « Ray, tu es là. » Je l'avais appelé 1 heure plus tôt, lui avait demandé de passer, j'avais besoin de parler à quelqu'un qui n'était pas de la famille, qui n'était pas impliqué, qui n'était pas compromis par les mensonges de Denise. « Entre, pasteur. » Il est entré, son souffle formant de la buée. Il portait son lourd manteau et un bonnet de laine, à regarder autour de l'atelier, les outils accrochés aux panneaux perforés, le chaos organisé de l'espace d'un homme qui travaille. « Vous vouliez parler, dit-il. Je veux savoir si la vengeance et la justice sont la même chose. » Il est resté silencieux un moment. Puis il a tiré une caisse à lait et s'est assis. « Pourquoi ne me dites-vous pas ce qui se passe vraiment? » Alors je l'ai fait. Tout. Le tracker, les enregistrements, 3, le prêt falsifié, le coffre-fort, les preuves que j'avais recueillies pendant 2 mois, le plan pour le témoignage public de samedi. Quand j'ai eu fini, le pasteur Mills est resté assis là, les mains jointes, fixant le sol en béton. « Mon Dieu, dit-il doucement. Ray, je vous dois des excuses. Je l'ai cru. Nous l'avons tous cru. Je sais. Et maintenant vous voulez l'exposer publiquement. Vous assurez que toute la ville sait ce qu'elle a fait. N'est-ce pas la justice? C'est une forme de justice. Il y en a d'autres. » Il a levé les yeux vers moi. « Vous pourriez porter plainte. Laissez le shérif s'en occuper. Discret, légal, sans spectacle. Le shérif est le cousin de Jim Henderson. Jim pense que je suis sénile. Vous pensez que le shérif prendra mon parti? » Le pasteur Mills a grimacé. « Probablement pas. Pas sans des preuves accablantes. Que j'ai, mais que personne ne croira à moins de les entendre même. Tous en même temps. Pour qu'il n'y ait plus de place pour le doute. Alors vous grimpez ce silo à grains et vous diffusez les enregistrements à toute la ville. Oui. Détruisant la réputation de Denise, ses relations familiales, sa vie entière. Elle a essayé de détruire la mienne. Je sais. Il s'est levé, s'est dirigé vers la porte de la grange, a regardé le matin gris. Ray, je ne peux pas vous dire quoi faire. Je ne vais pas citer les Écritures sur le fait de tendre l'autre joue ou sur le pardon. Vous avez vécu assez longtemps pour savoir quand cela s'applique et quand ça ne s'applique pas. Mais je vous poserai cette question. Qu'aurait voulu Martha? Martha a sauvé le coffre-fort. Elle s'est préparée à cela. Elle s'est préparée à ce que vous vous défendiez. C'est différent de l'humiliation publique. Vraiment? Denise m'a humilié. Elle a fait croire à toute la ville que je perdais la tête. Et vous avez raison d'être en colère. Vous avez raison de vouloir la justice. Le pasteur Mills s'est retourné vers moi. Mais la justice et la vengeance ne sont pas toujours la même chose. La justice vous protège. La vengeance la détruit. Parfois, elle se chevauche. Parfois non. Vous devez décider laquelle vous recherchez. Après son départ, je suis resté dans la grange jusqu'au lever du soleil. J'ai pensé à Martha,
à la vie que nous avions construite, au genre d'homme qu'elle avait épousé. Elle avait épousé quelqu'un qui ne se battait pas salement, qui tenait sa parole, qui faisait ce qui était juste même quand c'était difficile. Mais elle avait aussi épousé quelqu'un qui protégeait ce qui était à lui, qui ne reculait pas devant les menaces, qui comprenait que parfois il fallait tenir bon. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Franck. Samedi, c'est toujours d'actualité, a-t-il demandé. Samedi, c'est toujours d'actualité. Tu es sûr? Je suis sûr. J'ai regardé les champs, blancs et gelés, attendant le printemps. Elle a essayé de prendre la terre de mon père. Elle a fait croire à cette ville que j'étais fou. Elle a planifié ma mort. Je ne lui dois aucune pitié. Non, dit Franck. Tu ne lui en dois aucune. Après avoir raccroché, je suis retourné à la maison. Denise préparait le petit déjeuner. Œufs et toast. Elle a souri quand je suis entré. Te voilà. Je m'inquiétais. Ça va? Bien. Je réfléchissais, c'est tout. À quoi? Au printemps, dis-je. Il sera bientôt là. Elle a hoché la tête, et retourné à la cuisinière. Dal a appelé hier, il a demandé si tu voulais de l'aide pour remplir ton permis de plantation cette année. Je lui ai dit que tu apprécierais. C'est d'accord? C'est bien. Bien. Je suis contente que tu laisses les gens t'aider. Il n'y a pas de honte à ça, Ray. Nous avons tous besoin d'aide parfois. J'ai bu mon café. Il était amer. Elle l'avait fait trop fort. Jolène est passée hier, dit Denise nonchalamment. J'ai vu sa voiture. Qu'est-ce qu'elle voulait? Juste une visite. Elle a apporté quelques vieilles affaires de Martha. Oh, c'est gentil. Elle a posé une assiette devant moi. Quelque chose d'important? Juste des souvenirs. Elle a souri, m'a embrassé le sommet de la tête. Eh bien, je suis contente que tu aies pu la voir. La famille, c'est important. J'ai mangé mes œufs, je les regardais se déplacer dans la cuisine. Cette femme que j'avais épousée il y a 8 ans, espérant de la compagnie pour mes vieux jours. Cette femme qui ne m'avait vu que comme un compte en banque avec un battement de cœur. Encore 2 jours avant de pouvoir déposer l'acte. Encore 3 jours avant samedi. Je me suis demandé ce que Martha aurait fait. Puis j'ai réalisé que Martha n'aurait jamais laissé Denise entrer dans la maison. L'instinct de Martha avait été meilleur que le mien. Je devais finir ce que ma stupidité avait commencé. Vendredi matin, je suis allé au siège du comté. Les routes étaient dégagées pour la première fois en 3 mois. De la boue brune bordait les fossés, des plaques de vieille neige fondaient sous le faible soleil de mars. Le bureau du greffier du comté sentait le papier, la cire à parquet et la bureaucratie. J'ai déposé l'acte de propriété original. La greffière l'a examiné, a vérifié les signatures par rapport aux registres historiques, l'a tamponné officiellement, m'a donné 3 copies certifiées conformes. Ceci annule et remplace tout document de refinancement, dit-elle. Vous êtes enregistré comme unique propriétaire. C'est le cas depuis que votre père vous l'a transféré en 1968. Et le refinancement de novembre? Elle l'a affiché sur son ordinateur, a froncé les sourcils. Cette signature ne correspond pas à nos registres. Quelqu'un devrait déposer une plainte pour fraude. Je le ferai. Après-demain. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur, si c'est une fraude, c'en est une, et ce sera réglé. J'ai juste besoin de le faire à ma façon. Elle n'a pas discuté. Les greffiers des petites villes comprennent que parfois la justice locale avance plus vite que la loi de l'État. Je suis retourné à Prairie View avec les actes certifiés conformes verrouillés dans ma boîte à gants. La ferme était à moi. Légalement, indéniablement, peu importe ce que Denise, Troy ou la banque disaient. J'avais la preuve. Maintenant, j'avais juste besoin que tout le monde la voie. Samedi matin est arrivé, froid et clair. J'étais debout à 5 heures, le café préparé, l'estomac noué. Kurt est arrivé à 6 heures, Franck à 6h30. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et avons revu le plan une dernière fois. Enregistrements audio sur la clé USB, dit Franck en la tapotant. Dal a préparé le système de haut-parleur. Tu n'as qu'à la brancher, appuyer sur play. Relevés téléphoniques imprimés, ajouta Kurt en brandissant la pile. 47 appels en 3 semaines. Ça raconte toute l'histoire.
Acte certifié par le comté, dis-je. Original et 3 copies, plus le refinancement falsifié pour comparaison. Sharon est prête à témoigner sur Denise s'entraînant à imiter votre signature, dit Frank. Elle sera là à 9h. Je les ai regardés tous les deux. Mon fils, mon frère d'armes, les deux seules personnes de cette ville qui m'avaient cru depuis le début. Merci, dis-je. Kurt m'a serré l'épaule. Allons récupérer ta ferme, papa. Denise dormait encore quand nous sommes partis. Je lui avais dit hier que j'allais à la coopérative pour une réunion ordinaire du samedi. Elle avait hoché la tête, regardant à peine son téléphone. Le silo à grains s'élevait au-dessus de Prairie View comme un monument de béton à chaque récolte pour laquelle j'avais travaillé. 120 pieds de tour tachés par les intempéries. Le logo de la coopérative délavé sur le côté. Une échelle métallique montant sur la face nord. Au sommet, le système de haut-parleurs que nous utilisions pour les annonces d'urgence, principalement les alertes de tornade, ou l'appel occasionnel aux pompiers volontaires. Aujourd'hui, il annoncerait un autre type d'urgence. Dal nous a rejoints à la base. Les haut-parleurs sont prêts. Tu es sûr de ça, Ray? Je suis sûr. D'accord. J'ai appelé les membres comme tu l'as demandé. J'ai dit que c'était une affaire urgente de la coopérative. La plupart d'entre eux devraient être là à 9h. À 8h45, des camions et des voitures bordaient la rue principale. La nouvelle s'était répandue rapidement. Réunion d'urgence au silo à grains. Dans une ville aussi petite, cela signifiait que tout le monde viendrait. Les membres de la coopérative, les gens de l'église, les voisins, les curieux, les inquiets. J'ai vu la voiture de Denise arriver à 8h50. Elle est sortie, l'air confus, m'a vu debout à la base du silo avec Kurt et Frank. Son visage est devenu soigneusement neutre. Le pasteur Mills est arrivé. Jim et Carol Henderson, Bill Thompson de la quincaillerie, Sharon de la banque, l'air nerveuse mais déterminée. Barbara Kent, Clara Mills, le shérif, le cousin de Jim, appuyé contre sa voiture de patrouille, les bras croisés. 50 personnes, peut-être plus. Debout sur le parking en gravier, leur souffle formant de la vapeur dans l'air froid du matin, l'odeur de diesel, de café et de boue flottait partout. À 9h exactement, j'ai commencé à grimper. L'échelle était froide sous mes mains. Les barreaux métalliques étaient incrustés de vieille glace. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'effort, mais en sachant ce qui allait suivre. 120 pieds, 40 barreaux. J'avais grimpé ça chaque matin pendant 40 ans, mais j'avais 68 ans maintenant. Je n'avais pas fait cette ascension depuis une décennie. Papa, tu n'es pas obligé, cria Kurt d'en bas. Si, dis-je. Je le suis. 20 pieds de hauteur. 40. La foule en bas devenait plus petite. Je n'ai pas regardé en bas, j'ai juste continué à grimper. Mes mains me faisaient mal à cause du froid. Ma respiration devenait plus difficile. 60 pieds, 80, 100. Au sommet, il y avait une petite plateforme, de la place pour une personne. Le système de haut-parleurs était monté sur la rampe, usé par le temps, mais fonctionnel. J'ai sorti la clé USB de ma poche avec des mains tremblantes, je l'ai branchée dans le boîtier de commande. Le système a bourdonné. En bas, la foule avait grossi. Peut-être 70 personnes maintenant. Je pouvais voir Denise debout près de sa voiture, les bras croisés. 3 étaient apparus de quelque part, grands, plus jeunes que moi, portant une veste chère. Ils se tenaient à côté de Denise, proche mais sans la toucher. Malin. J'ai actionné l'interrupteur du microphone. Un Larsen a retenti sur le parking. Tout le monde a levé les yeux. J'ai 68 ans, dis-je. Ma voix a résonné depuis les haut-parleurs, faisant écho sur les bâtiments de la rue principale. On m'a traité d'amnésique, on m'a traité de confus, on m'a plaint. Aujourd'hui, vous allez entendre pourquoi. J'ai appuyé sur play pour le premier enregistrement. La voix de Denise a crépité dans les haut-parleurs. Tu ne peux pas continuer à m'appeler comme ça. Essire et vérifier les factures de téléphone? La voix de 3. Il ne le fera pas. Il ne sait même pas comment consulter ses courriels. La foule a bougé, a murmuré. Le visage de Denise est devenu blanc. J'ai laissé l'enregistrement se dérouler. En entier. La conversation sur la ferme, les 2,4 millions du promoteur, le Mexique,
le plan pour partager l'argent. Quand il s'est terminé, j'ai diffusé le deuxième enregistrement. 3 parlant de la police d'assurance vie, le plan de secours de 500 000 $. Si ça tourne mal, nous avons besoin de cet argent. Denise s'est mise à pleurer. Il ment. Ces enregistrements sont faux. J'ai brandi les relevés téléphoniques. 47 appels entre le 20 décembre et le 15 janvier. 47 conversations avec un homme qu'elle prétend ne pas exister. Kurt s'est avancé de la foule, a brandi sa propre copie. Je les ai sortis de notre forfait familial. Ils sont réels. Puis j'ai brandi les 2 documents. L'acte de propriété original dans une main, le refinancement falsifié dans l'autre. Ceci est l'acte de propriété de mon père, daté de 1947, certifié par la greffière du comté hier. Ceci, j'ai brandi le refinancement, est un faux. Ma signature, mais pas ma main. Denise m'a crié, tu es confus. Tu l'as signé et tu ne t'en souviens pas, alors demandons à quelqu'un qui était là, dis-je. Sharon s'est avancée, jeune, effrayée, mais sa voix était ferme. Je suis caissière à la First National. Le 18 novembre, Denise Olisté est venue à mon guichet. Elle s'est entraînée à imiter la signature de Ray sur 3 bordereaux de dépôt avant d'aller voir le conseiller en prêt. Quand elle a eu fini, elle a dit « Les vieillards sont si faciles à imiter ». La foule s'est tournée pour regarder Denise, silencieuse, jugeant. Je l'ai signalé à mon superviseur, a poursuivi Sharon. Il est juste là. Un homme d'âge moyen en costume. Le vice-président de la banque s'est avancé, a hoché la tête. Son visage était sombre. J'ai reçu le rapport. J'aurais dû agir. C'est de ma faute. 3 a alors bougé, a commencé à se diriger vers sa voiture, mais le shérif Henderson s'est mis devant lui. Je pense que vous feriez mieux de rester, monsieur Mendez, dit le shérif. Le pasteur Mills s'est approché de la base du silo, m'a regardé. Son visage était plein de chagrin et de quelque chose qui ressemblait à du respect. Il a articulé 2 mots. Je suis désolé. J'ai regardé Denise. Elle pleurait toujours, le mascara coulant sur son visage. Mais ses larmes n'étaient pas de honte. Elles étaient d'avoir été prises. Cette ferme est à moi, dis-je dans le microphone. Elle était à mon père. Maintenant, elle est à moi. Un jour, elle sera à mon fils. Et personne ne nous l'enlèvera. Le shérif a arrêté 3 sur le champ. Fraude électronique, faux et usage de faux, association de malfaiteurs en vue de commettre un vol. 3 ne s'est pas débattu. Il est resté là, les mains derrière le dos, pendant que les menottes se refermaient. Sa montre chère a capté le soleil du matin. Denise a couru vers sa voiture. Personne ne l'a arrêtée. Elle a démarré en trombe du parking en gravier, les pneus crissant, projetant de la boue, en direction de l'est, hors de la ville. J'ai regardé jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent. Je suis descendu lentement. Mes jambes tremblaient. À mi-chemin, Kurt a stabilisé l'échelle par en bas. Doucement, papa. Prends ton temps. Quand mes bottes ont touché le gravier, la foule était toujours là, silencieuse, en train de digérer. Puis Dal s'est avancé et m'a serré la main. Je suis désolé, Ray. Nous aurions dû te croire. Le pasteur Mills a suivi. Je t'ai laissé tomber. J'aurais dû écouter. Un par un, ils sont venus, se sont excusés, m'ont serré la main. Certaines femmes pleuraient. Jim Henderson avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je t'ai traité de sénile, dit-il. En face. Je suis tellement désolé. Tu ne savais pas, dis-je. Elle était convaincante. Ce n'est pas une excuse. Le vice-président de la banque s'est approché en dernier. Monsieur Olisté, le refinancement est nul. Nous aurons les documents corrigés d'ici lundi, et je place une alerte à la fraude sur vos comptes. Personne ne touche à rien sans votre autorisation directe. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Nous aurions dû détecter cela plus tôt. À 10 heures, la foule s'était dispersée. Juste moi, Kurt et Frank, debout sur le parking vide. Le silo à grains projetait une longue ombre sur la boue. Sacrée matinée, dit Frank. Oui. Et maintenant? J'ai regardé le silo, la rue principale, la prairie plate s'étendant dans toutes les directions. Maintenant, je dépose le permis de plantation de printemps.
Je mets le blé en terre. Je fais ce que j'ai toujours fait. 2 semaines plus tard, Denise a demandé le divorce depuis un motel dans l'Iowa. Son avocat a envoyé les papiers. Je les ai signés sans lire les détails. Ça n'avait pas d'importance. J'avais déjà gagné. Le procès de Troyes était fixé pour juin. Le procureur a dit que c'était une affaire limpide. La fraude électronique est passible de 5 à 7 ans. Avec son casier judiciaire, probablement plus près de 7. Denise a essayé de revenir une fois, s'est présentée à la ferme un jeudi après-midi pendant que je changeais l'huile du tracteur. Kurt était dans la grange, l'a vu arriver, est venu se tenir à côté de moi. « Ray, s'il te plaît, dit-elle. Pouvons-nous parler ? » Non. J'ai fait une erreur. J'avais peur. Troyes m'a convaincu, tu t'es entraîné à imiter ma signature à la banque. Tu m'as traité de vieil imbécile. Tu as planifié ma mort. J'ai posé la clé, je me suis levé. Tu n'as pas le droit de blâmer Troyes pour ça. Où suis-je censé aller ? Ma famille ne me parle plus. Je n'ai rien. Tu aurais dû y penser avant. Elle est restée là à pleurer encore 1 minute. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Je ne l'ai jamais revue. Ses parents sont passés la semaine suivante, se sont excusés, ont dit qu'ils l'avaient renié. Ne voulaient pas que je pense qu'ils étaient au courant de quoi que ce soit. Je ne vous en veux pas, leur ai-je dit. Parfois, les gens cachent qui ils sont vraiment. La fin avril est arrivée, chaude et humide, le genre de temps qui réveille le sol. Kurt avait quitté son travail de camionneur, était revenu à la ferme, a dit qu'il y pensait depuis des années, mais n'avait jamais eu de raison de rentrer. Maintenant, j'en ai une, dit-il. Quelqu'un doit t'aider à planter ce blé. Nous avons travaillé côte à côte. 2 tracteurs, 2 semoirs, des rangées parallèles sur 480 acres. L'odeur de diesel et de terre retournée remplissait l'air. Riche, vivante, l'odeur d'un nouveau départ. Jolène est venue un dimanche, a apporté les albums photos de Martha. Nous nous sommes assis sur le porche et les avons regardés. Martha jeune et souriante. Moi avec les cheveux noirs et sans rides sur le visage. La ferme à ses débuts. Elle serait fière de toi, dit Jolène, de t'être battu, d'avoir gardé la terre. Elle m'a sauvé. Ce coffre-fort. Elle t'aimait. Même la mort n'arrête pas ce genre d'amour. Après le départ de Jolène, je suis allé jusqu'au silo à grains, ce que mon père et moi avions construit il y a 60 ans. J'ai touché le métal froid. Il vibrait différemment maintenant. Pas vide, plein de potentiel, plein de la prochaine saison. Le camion de Kurt s'est arrêté derrière moi. Il est sorti, s'est approché. Je viens de raccrocher avec le fournisseur de semences. Nous avons assez pour 40 acres de plus si tu veux agrandir. Restons à ce que nous avons. Pas besoin d'être gourmand. Il a souri. D'accord. Nous sommes restés là à regarder les champs. Des pousses vertes sortaient déjà. Minuscules, fragiles, mais elles poussaient. Papa, je peux te poser une question ? Bien sûr. Est-ce que tu le regrettes ? D'avoir épousé Denise. J'ai réfléchi à ça. Je regrette d'avoir été assez seul pour ignorer les signaux d'alarme, mais je ne regrette pas d'avoir appris la leçon. Quelle leçon ? Que la terre ne te trahit pas. Seuls les gens le font. Et que certaines personnes voient un héritage là où d'autres ne voient que des signes de dollars. Je l'ai regardé. Tu hériteras de cet endroit un jour. Quand ce sera le cas, souviens-toi de ça. Choisis ton partenaire comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Je le ferai. Début mai, le blé était à hauteur de cheville, vert et fort. Je m'y suis promené un soir, les bottes s'enfonçant dans la terre molle. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. Le silo à grains se découpait en noir sur la lumière. J'ai pensé à Martha, à mon père. À 75 ans d'histoire familiale imprimée dans ce sol. Denise avait essayé de l'effacer, de le transformer en appartement ou en centres commerciaux ou en tout ce qui rapportait le plus d'argent. Mais elle avait échoué. La terre était toujours là, toujours mienne, toujours en croissance. Certaines choses ne changent pas, certaines choses ne devraient pas changer, et certaines trahisons vous apprennent simplement la différence. Je me suis assis sur le porche ce soir-là avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains. L'air sentait les choses qui poussent,
Le blé et la terre qui se réchauffent, et la légère douceur des bourgeons de peuplier s'ouvrant le long du ruisseau. Les sons du printemps flottaient à travers les champs, les alouettes des prés, le bourdonnement lointain du tracteur de Kurt terminant le travail du soir, le vent se déplaçant à travers le jeune grain comme un murmure. Le silo à grains se dressait, sombre, face au coucher du soleil. J'avais grimpé cette tour dans le froid de février, le cœur battant et les preuves en poche, j'avais diffusé la trahison de ma femme à toute la ville. Cela avait semblé nécessaire à l'époque, et ça l'était toujours. Mais assis ici, dans la chaleur de mai, je me demandais ce que Martha en aurait pensé. Elle avait gardé ce coffre-fort pendant 10 ans après sa mort, préparée à la possibilité que je sois stupide, que la solitude me rende vulnérable. Elle m'avait protégé même depuis la tombe. C'est ce que fait l'amour. Il prépare. Il protège. Il n'abandonne pas juste parce que le cœur cesse de battre. Denise avait vu cette terre et calculé sa valeur en dollars, 2,4 millions si vendue à des promoteurs. Martha avait vu cette terre et compris sa valeur en générations. En blé planté par les mains de mon père, en silo à grains que nous avions construit ensemble quand j'avais 23 ans. Dans la continuité du travail, de la météo et des saisons qui ne changent pas juste parce que les gens le font. Certains voient une terre, d'autres voient un héritage. J'ai entendu des bottes sur les marches du porche. Kurt m'a rejoint avec son propre café, s'installant dans la chaise que Martha occupait autrefois. Nous sommes restés assis sans parler. Juste à regarder le soleil descendre sous l'horizon, peignant le champ de blé en or. « Tu vas te remarier un jour, papa ?» a finalement demandé Kurt. Non. J'ai eu mon grand amour. Tout ce qui a suivi, c'était juste moi qui avais peur de mourir seul. J'ai siroté le café froid. Mais tu sais ce que j'ai appris ? Être seul n'est pas la même chose qu'être solitaire. Et être avec la mauvaise personne est plus solitaire que n'importe quelle maison vide. C'est plutôt sage pour un vieil homme. Ne le dis à personne. Ça pourrait ruiner ma réputation. Il a ri. Nous sommes retombés dans le silence. Le moteur du tracteur s'est éteint au loin. Fin de la journée de travail. Demain, nous recommencerions. C'est comme ça que l'agriculture fonctionne. C'est comme ça que la vie fonctionne. On sème, on entretient, on récolte, on recommence. La confiance, c'est un peu ça aussi. Je pensais, on prépare le sol avec soin. On plante la graine à la bonne saison. On attend qu'elle pousse. Mais on ne plante pas en période de sécheresse. On ne fait pas confiance à quelqu'un qui a soif de ce que vous avez au lieu de qui vous êtes. Mon père a défriché cette terre avec des chevaux en 1947. L'a labouré à la main cette première année. A construit une maison et une vie à partir de rien d'autre que de la terre, de la détermination et de la conviction que certaines choses valent la peine d'être conservées. Je l'avais gardé avec de la patience, des preuves et une froide ascension d'un silo à grains. Kurt la transmettrait avec sagesse. C'est ainsi que fonctionnent les héritages. Pas en argent, en confort ou en choix facile, mais en tenant bon quand tout vous dit de lâcher prise. Une pousse verte a percé les planches du porche. Du blé sauvage provenant d'un déversement lointain. Je me suis penché et l'ai touché doucement. Douce, nouvelle, vivante. La terre ne ment pas. Elle attend juste des mains honnêtes. La moustiquaire a grincé. Kurt s'est levé, s'est étiré. Je rentre. Tu viens dans un instant ? Il est entré. Je suis resté sur le porche alors que l'obscurité tombait. Des étoiles sont apparues. Les mêmes étoiles que mon père voyait quand il a défriché cette terre pour la première fois. Les mêmes étoiles que Martha et moi regardions les nuits d'été il y a 40 ans. Certaines choses ne changent pas. Certaines choses ne devraient pas changer. Et j'étais reconnaissant, enfin, profondément reconnaissant de connaître la différence.